Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance et fidélité à Canal Congo en télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a le réel plaisir de recevoir ce jour pour les derniers numéros de l'année 2022. Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national en charge de la communication de l'Alliance des démocrates pour le progrès. ADP, ce parti politique cher à Christophe Lutundula. Bonsoir et bienvenue Philippe Kazadi. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Avec Philippe Kazadi, nous aurons à débattre ou à scripter tous les faits qui ont marqué l'année 2022, spécialement le fait politique, commençant par l'aspect sécuritaire, politique et sociétal. On aura à scripter tous ces faits avec Philippe Kazadi, que je rappelle, il est secrétaire national en charge de la communication de l'ADP, c'est parti. Cher à Christophe Lutundula. Premièrement, nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Félix Tshisekedi qui succède à Joseph Kabila Kabange à la tête de la République démocratique du Congo a trouvé le pays déjà avec des problèmes sécuritaires à l'est de notre pays. Est-ce qu'on peut déjà dire qu'il y a eu des efforts considérables sur ce point dans l'année 2022 avec Félix Tshisekedi à la tête du pays? Oui, merci beaucoup. Il faut rappeler que depuis 2 années, la partie est de notre République est toujours confrontée à la situation d'insécurité qui cause des morts et des déplacés de nos populations. Félix Tshisekedi, en arrivant à la tête de notre pays, a trouvé justement cette situation-là. Et elle s'est malheureusement aussi aggravée vu que sa détermination était ferme et les ennemis de la République ont redoublé d'efforts pour nous faire assez du mal. Mais le gouvernement n'est pas resté bras croisés. C'est ainsi qu'on s'est lancé, ou il s'est lancé sur le plan tant diplomatique que militaire pour voir comment résoudre la situation d'insécurité qui écume la partie est de notre République. Et ben voilà, aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une certaine évolution parce que nous allons nous réjouir, comme je l'ai dit régulièrement ici, le jour où nos populations vont recouvrer l'intégralité de notre territoire et la paix totale qui vont retourner dans leur domicile. Donc il faut dire que il y a des efforts qui sont fournis, mais beaucoup reste aussi à faire. Les efforts qui sont fournis, il y a certains groupes rebelles qui étaient défaits sous les règnes de Joseph Kabila à Kabange. On a vu la réapparition de ces groupes M23 qui continuent même à ces jours à causer désolation, mort d'hommes à l'est de notre pays. Est-ce qu'il y a eu de solutions ou le plan stratégique mis en place par le gouvernement congolais pour essayer un peu d'éradiquer ces groupes rebelles qui sèment terreur en RDC? Il faut dire que vous parlez du M23, mais pour nous, il ne s'agit pas du M23, mais il s'agit de la République voisine qui est le Rwanda, qui nous fait la guerre. C'est une guerre nous fait directement par le Rwanda sous le pseudonyme du M23. Et c'est une guerre essentiellement économique parce que ça permet au Rwanda de tirer profit de nos ressources et de se vanter en être le premier producteur mondial des ressources qui sont sous-sol ne rigorgent pas. Donc, c'est le Rwanda qui nous fait la guerre et le Rwanda, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, il est allé, je crois, sa première visite dans le pays de la sous-région, c'était au Rwanda, pour voir dans quelle mesure on peut taire les armes et faire parler l'aspect économique qui est bénéfique à nos populations. Parce qu'il faut dire que ni le peuple congolais, ni le peuple rwandais ne profitent de la guerre à l'est de notre République. Alors, maintenant que les efforts ont été engagés sur le plan diplomatique, mais le chef de l'État l'a dit lui-même, il s'est vu trahi par la confiance qu'il a voulu placer en Paul Kagame pour que les choses redeviennent normales dans la partie est de notre République. Voilà. Pour que les choses redeviennent à la normale. Mais le 1-23, l'opinion est en train de nous suivre, M. Philippe Kazadi.
récemment, on a assisté à une cérémonie de retrait de ces groupes rebelles de la localité de Kibumba. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, qui d'ailleurs, en croire le porte-parole militaire du Nord Kivu, c'était un retrait de façade. Pouvons-nous croire à ces jours à des différentes résolutions passant Nairobi, Luanda, et puis le message même de déclaration qu'on a suivi, déclaration de Joe Biden, le président français, qui a appelé à ces groupes de se conformer à ces différents accords, mais également que le Rwanda cesse de soutenir le M23. Mais sur terrain, c'est une autre réalité qu'on est en train de vivre. Le gouvernement congolais doit croire toujours à la sincérité du partenaire, à la sincérité de ce qui est mis sur terrain, ou bien il faudra repenser à autre chose, peut-être une nouvelle stratégie pour que la paix soit restaurée à l'est de notre pays. Je disais tantôt ici que le gouvernement était engagé sur le front diplomatique et militaire. Sur le plan militaire, vous savez que, je n'y reviendrai pas plus longtemps là-dessus, qu'il y a l'état de siège qui a été installé dans la partie qui est en proie à l'insécurité. Mais sur le plan diplomatique, il y a beaucoup de rencontres auxquelles le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, sous la conduite du chef de l'État, avait pris part. Je pense ici notamment à Luanda et à Nairobi. De ces deux assises sont sorties différentes recommandations. Le dernier en date, à Luanda plutôt, on a demandé aux groupes armés de pouvoir déposer les armes et de retourner à leurs positions initiales. Chose qui n'a pas été obtempérée par le Rwanda sous le pseudonyme du M23. Et je voulais dire que sur le plan toujours diplomatique, nous avons engagé beaucoup de soutiens déclarés, oui. Mais je le dis régulièrement ici, que nous ne nous réjouissons pas seulement des soutiens déclarés, mais il faudrait que la communauté internationale, qui se veut d'être une sorte d'arbitre dans ces conflits entre la RDC et la République du Congo, puisse prendre des sanctions vis-à-vis du gouvernement rwandais. Et aujourd'hui, le Rwanda est sanctionné verbalement, mais il faut que la communauté internationale puisse prendre des décisions fermes contre le régime sanguinaire du Rwanda qui pose des actes anachroniques. Aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'un État puisse menacer l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un autre État. Donc la population doit se dire que non, tellement que le gouvernement est engagé dans l'aspect diplomatique et militaire. La paix à l'est de notre pays sera restaurée sur la voie déjà tracée par ce gouvernement. Mais écoutez, la paix c'est une obligation, et c'est une obligation pour le gouvernement et c'est une nécessité impériale pour la population. Il faut que la paix revienne à l'est de notre pays. Là, il n'y a pas de discussion. Maintenant, quant à savoir si les efforts qui sont fournis, quant à savoir si les efforts qui sont fournis aujourd'hui vont porter des fruits rapidement aujourd'hui ou demain, en tout cas, personne ne peut le dire, mais une chose est vraie, la volonté de mieux faire est là et la détermination est là. Et on est aussi engagé sur terrain pour pouvoir restaurer la paix à nos compatriotes. Et nous allons sabler notre champagne le jour où l'intégrité territoriale sera recouverte et le peuple sera en paix. Ces jours-là, est-ce qu'il faudra attendre le retour de Messie ou bien nos fils et nous-mêmes qui sommes vivants, nous allons vivre ce jour-là? Monsieur le journaliste, ceux qui ont connu la guerre vous diront que la guerre, on sait quand on la commence, mais on ne sait jamais quand elle prend fin. Donc ce n'est pas moi ici, non spécialiste de guerre, qui va vous dire que dans 1, 2, 3 mois, la paix va se restaurer intégralement dans la partie est de notre République. Je ne peux pas oser dire cela, mais moi je me contente des efforts que je vois le gouvernement en train de fournir sur le plan militaire que diplomatique pour restaurer, et ces efforts vont dans la bonne direction. Nous allons parler cette fois-ci élection, parce qu'on a accordé 40 minutes. Nous allons parler élection dans notre pays, la République démocratique du Congo. Les politiques, la population était un peu sceptique quant à l'organisation des élections. Mais enfin, il y a eu ce calendrier. Au-delà des doutes de la crédibilité de cette institution d'appui à la démocratie qui est la CENI. Mais cette CENI a
publié enfin le calendrier électoral qui fixe l'élection 2023 en décembre. Le 20 décembre, nous allons connaître déjà, nous allons élire à la présidence de la République, le législatif national et provincial. Est-ce les élections en République démocratique du Congo, selon certains indices, tout consort, ça te fait croire déjà que non, en décembre, la population ira élire ses dirigeants? Absolument. En 2023, le 20 décembre, il y aura élection de président de la République, des députés nationaux et provinciaux et même des conseillers municipaux. On croit les calendriers justement de la CENI. Aujourd'hui, le train est vraiment engagé et que ça devient irréversible parce que déjà le processus d'enrôlement des électeurs a été déjà déclenché dans la partie ouest de la République, donc Kinshasa, le Congo central et je crois l'Équateur, l'ancienne province de l'Équateur et peut-être aussi les Bandundu. Donc je crois que c'est vraiment on est vraiment engagé sur le plan des élections et en 2023, il y aura bel et bien élection dans les délais fixés par les calendriers de la CENI. Publié CENI, mais Philippe Kazadi, concernant justement ces élections, il y a les cadors. Le cador Martin Fayulu Madidi, Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, mais également Augustin Matata Ponyo, le Premier ministre honoraire de notre pays, qui appelle à la récomposition de cette CENI pour plus de crédibilité des échéances électorales de 2023. Est-ce qu'il faudra concéder à cette logique ou bien les trains a déjà quitté la gare, personne pourra l'arrêter? La récomposition de la CENI et la récomposition de la Cour constitutionnelle, mais n'oubliez pas que dans leur communiqué, ils parlent aussi de l'arrêt des poursuites judiciaires contre Matata Ponyo. Ça signifie qu'il y a des intérêts politiques qui sont derrière ces communiqués. Mais il faut s'en tenir à leurs revendications relatives aux élections. Mais il faut dire que ce sont des revendications inopportunes parce qu'aujourd'hui, relancer les discussions sur la récomposition de la CENI, Martin Fayulu, Matata Ponyo et Mukwege sont assez expérimentés pour savoir que ce sont des discussions qui vont tirer à longueur, qui ne vont pas se terminer, en fait, qui vont s'éterniser. Et donc, je pense que leurs revendications sont malvenues et qu'ils devraient logiquement nous proposer aussi, nous faire aussi une déclaration ou une déclaration d'acceptation du glissement de leur part. Parce que le jeu, c'est lequel? C'est de dire qu'on récompose la CENI et qu'on ouvre cette voie pour que demain on dise que Félix Tshisekedi a glissé, qu'on les taxe des dictateurs et ainsi de suite. On connaît les agendas politiques tels qu'ils se manipulent en RDC. Aujourd'hui, je pense à mon humble avis que les débats sur la composition, les débats sur la composition ou la récomposition de la CENI ou de la Cour constitutionnelle, c'est un débat révolu. Il serait mieux pour ces trois leaders, je sais qu'ils sont tous présidentiables, de s'organiser, d'organiser leur parti politique, d'organiser leurs états-majors pour affronter les élections de 2023. C'est long, parce qu'on dit que c'est un jeu, dans lequel les compétiteurs doivent être assurés de tout et surtout. Mais au moment où la CENI, Philippe Kazadi, qui doit être composée de la majorité, comme ça a toujours été le cas, majorité, opposition, société civile, mais lorsqu'il dénonce le fait que la CENI est composée que des animateurs qui sont dans l'union sacrée. Non, attends, nous savons comment est-ce que la CENI a été ou doit être composée. Et nous connaissons comment est-ce que cette CENI dirigée par le président Denis Kadima a été composée. Au moment des discussions du côté de l'opposition, Martin Fayulu est en train de se bomber la torse comme étant président élu et c'est à lui qui devrait revenir l'impérium, ainsi de suite. Il était dans ces débats-là. Et ses amis de l'opposition ont récupéré les sièges qui revenaient à l'opposition. Je me rappelle moi à l'époque que certains cadres
d'Ensemble pour la République avec des mandats, disait Martin Fayulu ironiquement, qui lui le président élu, il doit sortir des débats dans ce qui concerne la composition de la CENI. Autant même pour le choix de porte-parole de l'opposition. Martin Fayulu a aussi créé des isonies à ce niveau-là. Il était à la fois en train de s'opposer. Il y a des dédoublements, c'est qu'on a vécu, on a déploré au moment de Joseph Kabila. C'est des dédoublements qu'on constate. C'est lui qui est là. Dites Moniz Blaise. Parce que vous allez dire. Excusez-moi, dites Moniz Blaise, aujourd'hui membre de la CENI, vient du parti SID. Voilà. Accusé à l'SID. Les SID ne reconnaît pas la personne dont vous citez le nom. Écoutez, de toute façon, ces débats, on l'a tenu plusieurs fois dans ce pays. On connaît comment il se termine. Un cercle vicieux. Non, attends. Le cercle vicieux, c'est au niveau des acteurs politiques, ok, qui veulent à tout prix avoir les contrôles de la CENI. Peut-être que Fayulu, après avoir vu Ditou Moniz Blaise arriver à la CENI, encore que ce n'est pas Ditou Moniz Blaise qui détermine les scores des élections. En 2018, Martin Fayulu n'avait aucun membre à la CENI, mais il se prévoit avoir été élu. Il peut bien le faire aussi en 2023. Qu'est-ce que vous direz du FCC qui ne se reconnaît pas par rapport aux animateurs qui sont... Non, tout cela, le FCC est aigri. Le FCC est aigri, il considère que, bon, on lui a ravi son pouvoir. Le président de la République a joué par sa technicité politique pour renverser la majorité au Parlement et le FCC ne se retrouve plus. Notamment à travers ces hauts cadres qui ont fait la tête face au chef de l'État. Ils ne se retrouvent plus et ils veulent remettre toujours les choses à zéro pour qu'on aille au dialogue et que du dialogue, on sorte un gouvernement d'union nationale dans lequel ils trouveront leur compte. C'est ça les schémas. Donc pour dire que l'ADP, le parti dirigé par Christophe Lutundula, vous êtes déjà prêt d'affronter les élections en 2023 dans les contextes qui se présentent. Dans notre parti, 2022 a été inscrit sous le signe de la redynamisation parce que au sortir des élections de 2018, en tout cas il faut le reconnaître, nous sommes rentrés dans la léthargie, une certaine léthargie. Mais aujourd'hui, les instances, la hiérarchie du parti a nommé un nouveau secrétaire général en la personne de Maître John Bombo qui est en train d'impulser un nouveau souffle dans notre parti pour que les choses puissent changer. Et aujourd'hui, nous pensons que nous nous organisons pour bien affronter les élections 2023, surtout que nous engageons beaucoup d'adhésions, beaucoup d'adhésions de tous ceux qui ont toujours pris Christophe Lutundula comme modèle, de tous ceux qui l'ont toujours pris comme oui, un modèle, un leader, une personnalité politique honnête et irréprochable dans notre République. Tout cela nous a rejoints et nous sommes en train de nous armer pour donner au président de la République une majorité confortable et homogène en 2023 pour une bonne gestion de la République. Bonne figure en 2023, l'ADP. J'ai pas compris la question. Vous pensez déjà faire bonne figure en 2023? Écoutez, nous travaillons à notre niveau, mais nous ne minimisons pas les adversaires. Nous savons que les combats seront rudes, mais nous allons nous engager. Et nous sommes déjà engagés. Vous avez aligné les candidats à la présidence de la République? Nous allons aligner les candidats. Nous allons aligner les candidats à tous les niveaux. Et au niveau de la présidence de la République, nous avons déjà notre champion, qui s'avère être Félix Tshisekedi Tshilombo. Et en 2000, disons, aux législatives nationales, les listes vont être confectionnées par la cellule, la commission électorale permanente de l'ADP, la CEPA, qui est en train de travailler, d'identifier des candidats sérieux, les candidats en même de faire face au combat qui exige l'échiquier politique. Il y a une question que la population m'a demandé de vous la poser. En fait, il y a eu deux missions récemment de ministres d'Ensemble pour la République, ce parti politique cher à Moïse Katumbi Tchapoué. On s'est dit, Christophe Lutundula, un lieutenant de Moïse Katumbi, qui garde son fauteuil. Quelle est la position de Christophe Lutundula face à ces démissions de animateurs d'Ensemble pour la République au sein du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde? Il faut d'abord dire que la démission de ces ministres d'Ensemble est une expression de la démocratie qui vit dans notre pays. Ça signifie que chaque Congolais, chaque Congolaise est libre
de choisir son camp politique, de défendre la philosophie, l'idéologie politique de son choix. C'est déjà une bonne chose que de voir dans notre pays les gens s'exprimer aussi librement à ce niveau de responsabilité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire qu'ils ont démissionné, non pas parce qu'ils ont été coincés au sein du gouvernement à donner bilan positif dans leur département respectif, mais leur démission vient sur demande du parti politique Ensemble pour la République qui, à l'issue du congrès, a demandé avant leur congrès tenu récemment, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, pour ne pas les citer, a dit, après la décision de quitter l'Union sacrée. Et cette décision a été consacrée lors de leurs assises, lors de leur congrès. Et à l'issue du congrès, vu cette position, on a demandé à leurs ministres qui sont au gouvernement de pouvoir tirer les conséquences. Et ceux-là ont tiré les conséquences. Donc, ils ont démissionné. Ils ont compris Christophe Lutundu n'a pas démissionné. Christophe Lutundu n'a pas démissionné parce que sur la liste qu'Ensemble avait envoyée auprès du président de la République pour composer le gouvernement, les noms de Christophe Lutundu n'y figurent pas. Donc, il n'a pas été délégué par Moïse Katumbi. Non, Christophe Lutundu n'a pas été délégué par Moïse Katumbi au gouvernement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, que Christophe Lutundu a été choisi au gouvernement sur base de son expérience, sur base de sa compétence, mais également sur base de la confiance que le président de la République a bien voulu placer en lui. Ok? Maintenant, s'il faut aller un peu plus loin, aujourd'hui, notre pays fait face à une agression. Et vous savez qu'il y a deux fronts qui ont été ouverts par le gouvernement, le plan militaire et le plan diplomatique. Ce que nous sommes en train d'engager aujourd'hui comme succès sur le plan diplomatique est bien entendu mené par Christophe Lutundu sous l'impulsion du chef de l'État. Et voulez-vous qu'à ce stade où la République est menacée, qu'un ministre qui occupe une telle position puisse démissionner pour donner du retard à la République? Finalement, la politique, on l'a fait pourquoi? Pour servir des individus ou pour servir la République? Christophe Lutundu a fait le choix de la raison de servir la République. Monsieur le journaliste, il y a des confiances qu'on ne trahit pas. Le président de la République vous fait confiance pour vous attribuer un tel portefeuille et que vous dites un bon matin, pour satisfaire les appétits politiques d'un individu ou d'une famille politique, vous démissionnez. Mais vous jetez l'anathème sur toute une république. Aujourd'hui, le peuple congolais, à mon humble avis, compte tant soit peu sur les efforts diplomatiques que Lutundu est en train de mener. Sans lui, nous pensons que les choses ne seraient peut-être autrement aujourd'hui. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sur le plateau. Ces ministres, ces mandataires nommés par le chef de l'État qui ont été délégués par le président de leur parti politique, est-ce qu'ils servent vraiment la République ou bien ils sont là pour servir l'intérêt de personnes qui les ont mandatés? Je vous ai donné déjà deux raisons pour lesquelles Christophe Lutundu ne veut pas démissionner. La troisième, vous avez rencontré votre question, c'est de dire que une fois que vous avez un portefeuille à défendre, à gérer dans un gouvernement, vous êtes aussi responsable personnellement. Démissionner à l'étape actuelle parce que votre parti veut avoir un candidat président, c'est aussi avouer que le gouvernement dans lequel vous travaillez avait échoué. Et je ne vois pas Christophe Lutundu accepter l'échec tant qu'il est engagé pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans son secteur. Posez la question aux ambassades, ils vous diront combien la situation des ambassades et des ambassadeurs ou de missions diplomatiques s'est améliorée aujourd'hui grâce aux efforts de Christophe Lutundu. Donc il ne peut pas renier ses propres efforts, il ne peut pas renier ses propres valeurs et son engagement au sein du gouvernement. Donc ça, c'est la troisième raison. Et les ministres sont aussi libres. Même sans avoir échoué au gouvernement, il peut dire « je quitte les gouvernements » peut-être pour des raisons de santé ou pour des raisons d'inadéquation de sa philosophie avec ce gouvernement à un moment donné. Mais là, nous constatons que certains compatriotes Moïse Katumbi avait déjà jeté de discrédit à ces gouvernements de l'Union sacrée, qui a parlé même de la mégestion au sein de ce gouvernement. Bon, le pays était en danger par ces gouvernements. Alors, ça signifie que Moïse Katumbi lui-même ne prendra plus jamais pour ministre ceux qui ont démissionné. Si les gouvernements dans lesquels ils étaient incompétents, si les gouvernements dans lesquels est chaotique, ça signifie que même ces ministres sont incompétents et chaotiques. Donc, au prochain gouvernement, si jamais, par un hasard heureux,
Katumbi devenait président de la République, mais il ne les prendrait pas pour ministre. Voilà, c'est la conclusion à laquelle moi j'aboutis. Mais par contre, il peut bien vouloir avoir un ministre comme Christophe Lutundula qui dit je reste aux côtés du chef de l'État pour faire mon boulot, pour donner un bilan positif au chef de l'État et que demain, s'il veut se représenter, eh bien, en tant que ministre, il sera fier de dire aux Congolais, veuillez relire les chefs de l'État parce que voici ce qu'on a fait, telle chose dans son secteur. Et chaque ministre doit être en mesure de présenter son bilan qui va finalement constituer les bilans du chef de l'État. La relation entre Moïse Katumbi et Christophe Lutundula est au beau fixe. Au beau fixe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a seulement des divergences. L'ADP marche en solo. Non, l'ADP marcher en solo, ça signifie quoi? L'ADP est un parti parce que tous les de partis, l'Union sacrée qui a vu le jour depuis bien longtemps. Le parti de Ensemble pour les changements, tous ces partis étaient renversés Ensemble pour la République pour créer un. Non. Avec leur leader Moïse Non, Katumbi. aucun parti d'Ensemble pour la République, d'Ensemble pour le changement n'a été dissous pour créer Ensemble pour la République. Non, tous ces partis-là existent. Tous ces partis existent. Tous ces partis existent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le dictat de Moïse Katumbi dans l'ADP. Ça n'a jamais existé. Ni hier, ni aujourd'hui. Ça n'a jamais existé. Non. Moïse Katumbi n'a jamais donné de dictat à l'ADP. Non, 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 je vous dis bien. Vrai, non. Mais Christophe Lutundula a occupé un poste au sein de ces partis qui était dirigé par Moïse Katumbi. Lesquels? Quel poste? Ensemble pour le changement. Mais Ensemble pour le changement n'est pas un parti. Ensemble pour le changement est une plateforme. Ok? Mais Ensemble pour la République est un parti. Dans ces partis, Christophe Lutundula n'occupe aucun poste. Voilà. Donc depuis, il faudra comprendre que non, depuis la nuit des temps, l'ADP avait un seul maître, Christophe Lutundula, et non Moïse Katumbi, qui dictait la marche à suivre dans l'ADP. Moïse Katumbi gère plutôt, comment on appelle ça, Ensemble pour la République, son parti politique qui a vu le jour, je crois, en 2018, ou je crois 2018-2019. Mais Ensemble pour, mais Alliance pour la République, Alliance pour... J'ai pensé les patrons là, c'était Christophe Lutundula qui remettait le drapeau à Moïse Katumbi. Non, c'est pas Christophe Lutundula, ça c'est le président José Ndondo. Voilà. José Ndondo. On va terminer avec ce dernier sujet sur les enquêtes de l'IGF. Les arrestations et libérations surprises. Aujourd'hui, on nous a vanté. On parle dans les quatre coins de la République de services ou des travails menés par l'UGF. Est-ce que l'UGF a un apport, selon vous, dans la gouvernance de notre pays? Oui, aujourd'hui, s'il faut citer des personnalités qui ont marqué 2022, on peut bien citer aussi Jules Alinghetti, qui est à la tête de l'inspection générale des finances. Par ces enquêtes, aujourd'hui nous vivons de mobilisation des recettes. C'est productif ces enquêtes-là. Nous vivons de mobilisation des recettes incomparables par rapport à l'histoire de notre pays. Ce qui est chose à louer, mais vous avez parlé également des arrestations, c'est-à-dire que l'IGF détecte des corruptions ou des détournements, met à la disposition de la justice des soupçonnés, des personnes soupçonnées d'avoir détourné ou volé ou corrompu, tout ça. Mais curieusement, ces gens sont libérés de manière spectaculaire et surprise par la population. La population aurait bien voulu, et à ce niveau, la justice n'a pas bien vendu l'image du chef de l'État ou la vision du chef de l'État. Celle qui consistait à installer un véritable état de droit. Okay? Et un état de droit sans la justice est inexistant et nul. Ce n'est pas un trompe-œil, comme on l'a dit, les travaux menés par
par l'UGF Non, c'est en termes de production, en termes de fruits. Est-ce qu'on bénéficie de ce fruit ou bien ça reste justement tempête médiatique? Voilà, tel ministre a détourné tel montant, parce qu'en termes, on parle de millions. Aujourd'hui, l'affaire Cominière que Adèle Okaïnda, la ministre d'État en charge de portefeuille, qui est citée, mais le fruit de tout ce qui est dit, l'UGF, est-ce que c'est palpable ou bien ça reste dans la théorie? Le fruit du travail de l'UGF doit être constaté à deux niveaux. Le premier niveau est d'impulser la mobilisation des recettes. Sur ce plan, il y a un point d'honneur, c'est oui, l'UGF a impulsé les choses. Et le deuxième aspect, c'est que on arrive comment je vais dire, à moraliser la gestion de la chose publique et qu'on abandonne le pratique tel que les détournements et la corruption. Je pense qu'à ce niveau, l'IGF seul ne peut pas faire le travail. Cela doit être accompagné par le travail fait par la justice pour ce qui est des condamnations et des condamnations exemplaires. Et il faudrait que les gens arrivent à purger leur peine. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quand même désolant que des personnes condamnées se voient rapidement libérées en deuxième instance ou en appel. Et on a comme l'impression qu'il y a un jeu qui est fait entre l'IGF ou bien entre l'IGF et la justice ou ainsi de suite. Mais l'IGF est monté. L'IGF et la justice. Oui, mais par contre Jules Alingueté est monté au créneau plus d'une fois pour lui-même dénoncer je veux dire la lâcheté ou autrement la facilité avec laquelle la justice traite des dossiers aussi sérieux. Mais quand vous voyez les ressources telles qu'elles sont mobilisées aujourd'hui, on peut quand même dire coup de chapeau à Alingueté. Est-ce qu'il ne faut pas prendre de décisions un peu drastiques pour faire des choses, pour démotiver tous ces détourneurs? Parce qu'aujourd'hui, on s'est réveillé un bon matin. De la justice. On s'est réveillé un bon matin, on nous parle de détournement, un individu qui vous détourne 100 millions de dollars, 55 millions de dollars, 20 millions de dollars américains, un seul individu qui pénalise toute une république. Et puis, comment faire maintenant pour démobiliser ces détourneurs-là? Il faut des décisions drastiques. Il vous souviendra que je dis à certaines des émissions ici que une seule personne ne peut pas prendre la responsabilité de détruire le pays ou de construire le pays. Ça doit être c'est plutôt l'effort de tout le monde, de tout un chacun. C'est une responsabilité collective. Et lorsque les chefs de l'État donnent le go de lutter contre la corruption et les détournements, tout le monde à son niveau devra jouer son rôle. Mais le plus grand responsable en la matière ici s'avère être la justice. Il faudrait que ceux qui sont juges, magistrats ou auxiliaires de la justice comme des avocats fassent bien le travail. Fassent bien leur travail pour aider la République. Ils ne vont pas aider Tshisekedi, pas Tshisekedi passera. Mais on retiendra dans l'histoire qu'un président avait donné le go pour qu'un état de droit véritable puisse s'instaurer en RDC. Donc la réforme, la réforme mais le reste sera au bénéfice. Excusez-moi. La réforme est menée par Félix Tshisekedi dans la justice. Le reste sera au bénéfice de nos enfants et de nos arrière-petits-fils. Si on veut combattre l'initiative prise par les chefs de l'État, on ne le combat pas en réalité, mais on combat la République. Donc, chacun, journaliste, médecin, avocat, magistrat, juge, professeur d'université, enseignant, c'est pas moi qui d'autre, même le huissier, chacun dans son secteur doit s'approprier la vision du chef de l'État et changer les choses, changer des mentalités. Aujourd'hui, en termes de corruption, corrupteur, corrompu, je me dis, c'est devenu comme un vice de Congolais. Un vice de Congolais où, dans toutes les affaires, le Congolais voit toujours comment corrompre, comment être corrompu, comment enlever cet état d'esprit. Depuis plusieurs années, le Congolais a été habitué à la corruption, au détournement, tout ça. Ce ne serait pas aussi facile de changer ça d'un claquement de doigts. Mais il faudrait qu'on sente qu'il y a un travail qui est engagé dans ce sens pour que les choses puissent changer. Est-ce que le travail est engagé? À mon avis, il faut des sanctions. Il vous souviendra que j'ai toujours appelé ici ou interpellé les gouverneurs de la ville de Kinshasa, ainsi que le numéro 1 de la police provinciale, de pouvoir sanctionner
tous ceux qui ne respectent pas le code de la route, tous ces motards, tous ces motos, comment on appelle, les mototaxis, les motoguizis, tous ces chauffeurs de 207 qui ne respectent pas le code de la route et qui sèment la désolation, les désordres, il faut les sanctionner. C'est autant pour les détourneurs, pour les corrompus, les corrupteurs. Il faut que la sanction soit là. Et une fois que la sanction sera imposée, tout le monde va revenir à la norme. Ce désordre-là est beaucoup plus remarqué ces derniers temps avec dans cette période de festivité. Non, mais c'est depuis, presque chaque jour. Monsieur Maxime, c'est depuis une année qu'à travers vos ondes, j'interpelle le gouverneur de la ville pour qu'il fasse quelque chose. Il ne faut pas attendre qu'on enregistre encore plus de dégâts ou plus d'accidents, qu'on perde encore en vie humaine pour pouvoir s'impliquer. Ce qui se passe dans nos routes, ça n'honore pas la ville, ça n'honore pas la République. Kinshasa, c'est quand même la capitale et c'est le miroir de la République. Quand on arrive ici, quand un visiteur vient, il faut qu'il voit que la ville est quand même disciplinée, que la population est disciplinée. Mais on veut avoir des investisseurs. Le chef de l'État veut que les investisseurs viennent et qu'ils donnent de l'emploi aux jeunes. Croyez-vous qu'un investisseur va venir dans un pays aussi désorganisé, dans la capitale? Aucun investisseur ne viendra. C'est comme pour dire quelque part. C'est comme pour dire quelque part. Il faut citer son nom. C'est comme pour dire que tous ceux qui chantent Fachi Fachi ne sont pas forcément au service de Fachi. Parce qu'on saura que vous êtes au service de Fachi lorsque vous faites quelque chose pour que sa vision puisse flatteur autour du chef de l'État. Il faut que vous fassiez quelque chose qui montre que vous voulez que la vision du chef de l'État puisse se réaliser. En tout cas, pour ce qui est de la vie de Kinshasa, ça n'a pas son sens. C'est comme ça qu'une fois j'avais appelé la population quinoise à ne plus faire confiance à tous ceux qui siègent aujourd'hui comme députés provincial à l'ensemble provincial de Kinshasa. Ce sont ils sont complices quand même, bien sûr, à quelques exceptions près. Et ce sont ces exceptions qui viennent confirmer la règle, qui viennent confirmer ce que je dis. L'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale est pleine de complices. Okay? Ceux qui sont mis dans la poche du gouverneur de la ville pour ne pas l'interpeller, même une seule fois, pour ne pas les sanctionner. Avant même de poursuivre, tellement vous parlez de l'Assemblée nationale, Peter Kazadi, le député qui a initié une motion d'interpellation du ministre provincial des Finances par rapport à ces cambriolages de la direction provinciale de Finances où il y a eu 500 000 dollars américains qui a été volé on a interpellé le ministre des Finances. Le ministre des Finances ne s'est pas présenté à maintes fois qu'on l'appelait, il ne s'est pas présenté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'auteur de la motion est passé à la vitesse supérieure pour introduire une motion de la mise en accusation du ministre provincial de Finances. Et puis, cette motion a été rejetée par les députés provinciaux. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui vous manque du respect. Parce que lorsqu'une assemblée provinciale invite un ministre provincial ou même une assemblée nationale, vous invite, vous devez vous présenter par respect à cette institution. Mais quand vous ne respectez pas l'institution, vous n'y viendrez pas. Et les ministres, je dis, mais qui m'appelle là? Je n'irai pas. Et oui, okay? De toute façon, lorsque l'auteur de la motion va aller monter à la vitesse supérieure, je sais comment je vais. Et il va utiliser l'argent, corrompre, tout ça, et puis c'est tout. La motion est rejetée et l'affaire est classée. Voilà, donc ça veut dire que ces millions de dollars qui ont été volatilisés, sont allés gonfler les poches d'un individu ou les comptes bancaires d'un individu. 500 000 dollars. 500 000 dollars. Américains. On m'a demandé chaque jour, même dans d'autres émissions, Maxime, les 500 000, on n'en parle pas. Vous voyez, le député provinciaux ont rejeté cette motion de la mise en accusation du ministre provincial des complices de finances et des incompétents. Il faut le remercier. Philippe, en 2023, qu'aucun d'entre eux ne revienne. Il faut refaire la classe politique. On est en 2022, c'est le dernier numéro de cette année 2022. J'aimerais que vous puissiez nous donner juste 3 faits, des actions productives posées par le gouvernement congolais et 3 faits de choses qui n'ont pas marché et que vous aimeriez qu'en 2023, que ça puisse s'accomplir avec Félix Tshisekedi. Ok. La première chose que je peux féliciter le gouvernement, c'est l'activisme diplomatique. Vous savez, sur ce plan, beaucoup de choses sont faites.
toutes les accusations qu'on portait contre le gouvernement par l'opposition sont tues aujourd'hui. Deuxième chose, c'est la poursuite de la gratuité de l'enseignement. C'était une mesure phare et il faut continuer parce que le président de la République a dit qu'il y a plus d'1 milliard de dollars qui sont engloutis dans ces projets lents. Donc il faut qu'on continue à faire ça. Et troisième chose, c'est dans la mobilisation des recettes. Je veux bien que ce dynamisme qui a été enclenché depuis un temps puisse continuer au sein de régie financière et que l'État congolais ne puisse pas manquer de moyens. Voilà, ça. Mais je vais pas ajouter une quatrième chose, oui. C'est la détermination de la population à pouvoir garder la RDC une et exclusive. Ça, c'est encore une chose très importante. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Voilà. Non, parce qu'il n'a pas été fait. Je crois que dans tous les domaines, le gouvernement a touché, mais c'est là où il faut peut-être... Je n'en vois pas. Pas d'échec. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez par échec. Mais pour moi, il y a des secteurs qui auraient dû être mieux investis, mais qui ne l'ont pas été. Ça signifie pas que c'est un échec. J'ai toujours dit ici que ceux de l'opposition sont toujours irréalistes parce qu'ils surestiment le moyen que dispose le gouvernement. Mais ceux qui dirigent sont réalistes parce qu'ils font face aux pesanteurs endogènes et exogènes, sont face à la réalité. Et c'est sur base de cette réalité qui gère. Ok? Donc, ce que vous appelez échec, du point de vue extérieur, n'est pas forcément échec du point de vue intérieur. Donc, je veux plutôt dire que les secteurs qu'il faut renforcer. Ok? Aujourd'hui, avec la levée... C'est que vous souhaitez déjà pour 2000. Aujourd'hui, avec la levée de la mesure de l'obligation de déclaration d'achat d'armes par la RDC, on peut bien souhaiter que notre armée soit renforcée en armes et en munitions et en hommes, ok, pour faire face à cette guerre injuste que le Rwanda est en train de nous faire en complicité avec certaines puissances internationales. Donc, voilà, je crois avoir répondu à votre question. Mesdames, si je dois formuler mes vœux, je vais souhaiter franchement que tous les membres du gouvernement, Sama Lukonde, puissent... Vous allez penser au PP Sylvestre. C'est un lapsus, puisse faire redoubler d'efforts pour que chacun dans son secteur puisse donner un bilan positif au chef de l'État afin que la majorité parlementaire qu'on veut lui donner en 2023 et sa réélection ne soit pas un souhait vide. Il faut que ce souhait ait un contenu véritable. Et je souhaite mes vœux les meilleurs à toute ma famille, à tous les membres de mon parti politique et à tous mes collègues de service. Et à madame. À madame. Et à mes enfants, Raphaël, Elena, Delicia et Roy Junior, Roy Philippe. Ah, Roy Philippe, là, c'est pas un nom anglais là. Roy Philippe, c'est mon tout dernier fils. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est par ici que nous mettons un terme à ces derniers numéros de l'année 2022 qu'on a eu l'immense honneur et plaisir de recevoir Philippe Kazadi, secrétaire national en charge de la communication de l'ADP. C'est parti, cher Christophe Lutundula. Je vous dis merci de t'en disposer. Merci pour l'honneur de m'avoir invité. Vous étiez nombreux à nous faire confiance durant toute l'année 2022. Je vous dis merci pour cette confiance. Continuez toujours à faire confiance à cette émission et à votre humble serviteur que je suis, Maxime Makabou. Merci de votre sympathique attention. Une émission qui a été réalisée par Moro Njambe. Moro Njambe était à la réalisation, Christian Banjolo à la prise, à la régie télévision, Christella Niwapezo, Olivier Longwango était à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne année 2023 chez vous. Au revoir.